Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun renforce sa coopération bilatérale avec le Congo. Le président camerounais Paul Biya a reçu en audience la ministre congolaise de l'économie Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas. Nous reviendrons en détail sur cette rencontre. Comment favoriser l'inclusion bancaire sur le continent africain? Le taux de bancarisation des populations demeure faible, malgré une augmentation de 10% en 10 ans. Tous les regards semblent se tourner vers le digital pour accélérer l'inclusion bancaire. Et l'économie des Seychelles repose principalement sur le tourisme et la pêche, mais les enjeux environnementaux mettent en péril la prospérité du secteur touristique. L'érosion côtière a endommagé plus des 3/4 des plages de granit. Et tout d'abord, le Togo semble être une nouvelle cible pour les terroristes. L'armée togolaise a annoncé avoir repoussé une nouvelle attaque dans l'extrême nord-ouest du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit du 15 au 16 juin. Cette attaque perpétrée par des hommes armés s'est produite dans la localité de Goulingushi et aucun mort n'a été recensé ni aucun blessé côté togolais selon un haut responsable militaire. Rappelons que début mai 2022, 8 soldats togolais avaient été tués et 13 autres blessés au cours de la première attaque djihadiste meurtrière officielle au Togo, attaque que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans avait revendiquée. Le bilan humain des attaques terroristes des 11 et 12 juin dans la localité de Seitenga au nord du Burkina Faso s'alourdit de 79. Il est passé à 86 pertes en vie humaine. Le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu auprès des populations rescapées le 15 juin pour témoigner la compassion de la nation. Un sujet de Graziella Tchakonté. Soyez forts. Ce sont les mots du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à l'endroit de l'armée et des populations de Seitenga ce mercredi. Des mots de réconfort après l'attaque djihadiste qui a fait près d'une centaine de morts dans la région. Le président de la transition promet une riposte musclée. Je sais que nous avons perdu des collègues, mais soyez rassurés qu'à chaque fois que nous perdons des gens, notre manière d'honorer leur mémoire, c'est d'aller nous attaquer à l'adversaire et lui faire payer plus cher que ce qu'il nous a fait subir. Cette nouvelle tuerie est en effet la plus meurtrière depuis plus d'1 an dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, régulièrement frappé par les djihadistes depuis 2015. Selon certains observateurs, elle est révélatrice de l'échec de la lutte du nouveau pouvoir contre les terroristes. Je pense que la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières semaines. Quoi qu'on dise, elle s'est dégradée concomitamment avec la situation humanitaire, puisqu'on frôle aujourd'hui les 2 millions de personnes déplacées internes. 2 millions de déplacés internes, auxquels il faut désormais ajouter les 6 000 personnes qui ont trouvé refuge dans la ville voisine de Dori ces dernières heures. La société civile appelle à un sursaut national contre le terrorisme, alors que le pays observe 3 jours de deuil national. Crise alimentaire, densification des échanges commerciaux en zone CEMAC et intégration sous-régionale sont autant de thèmes qui ont été abordés lors de la rencontre entre le président camerounais Paul Biya et la ministre congolaise de l'économie Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas. Cette dernière était en visite de travail au Cameroun le 14 juin. Plus de détails avec Joël Ballot. Consolider les relations entre le Congo et le Cameroun, tel est l'un des points marquants de la rencontre le 14 juin 2022 entre le président camerounais Paul Biya et la ministre congolaise chargée de l'intégration régionale Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babaka. Durant cette rencontre au Palais de l'Unité à Yaoundé, les échanges se sont accentués sur l'accroissement des échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Le Congo, le Cameroun sont 2 pays voisins qui sont liés certes par la géographie mais aussi par l'histoire. Et les 2 chefs d'État entretiennent des relations fraternelles, des relations d'amitié qui font qu'ils échangent souvent
sur les problèmes d'actualité, les sujets majeurs. Les deux pays sont dans la CEMAC, dans la CEAC. Donc c'est autant de raisons pour nos deux chefs d'État de se concerter. Pour les deux personnalités, les États de la zone CEMAC devraient approfondir les programmes de développement nourris par des projets favorisant le commerce, redoubler d'ardeur dans la lutte contre la Covid-19. L'objectif étant de relancer le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC en cours depuis 2016. Nous pouvons dire que nous sortons de cette audience parfaitement rassurés de la qualité de la coopération qui existe entre nos deux pays. Nous allons donc repartir vers notre propre chef d'État, lui transmettre les salutations, les mots, en tout cas je vous assure, qui confirment l'excellence des rapports qui existent entre ces plus hauts personnages de la sous-région. Pour la ministre congolaise de l'intégration régionale, cet échange avec le président Paul Biya entre en droite ligne avec le thème national de la 13e édition de la journée CEMAC, renforcer les échanges commerciaux entre les pays de la CEMAC pour une relance économique post-Covid, forte, durable, inclusive et créatrice d'emplois à l'orée d'une vision d'industrialisation de la sous-région. Une thématique qui rejoint la volonté du Cameroun et du Congo de développer l'économie sous-régionale à travers l'agriculture ou encore le secteur touristique. En Tunisie, le principal syndicat accentue la pression sur le président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis bientôt un an. L'appel à la grève de ce jeudi 16 juin lancé par l'UGTT, l'organisation générale tunisienne du travail, a été largement suivi par le secteur public, un mouvement social pour contester la détérioration du pouvoir d'achat des travailleurs et la hausse des prix. Les précisions de Aïssatou Diamanka-Besland. Le puissant syndicat des travailleurs accentue la pression sur le président tunisien Kais Saied. C'est une grève monstre qui a paralysé une grande partie du pays ce jeudi 16 juin 2022. Leur objectif, négocier de nouveaux accords salariaux et améliorer le pouvoir d'achat des Tunisiens. La déception se lit entre les lignes. Il n'y a rien de bon avec des autorités qui insultent le pouvoir de production et rabaissent les travailleurs. Une fronde sociale a été provoquée par les réformes gouvernementales il y a 11 mois. Gel des salaires, réduction des subventions étatiques, mais surtout centralisation du pouvoir entre ses seules mains. Kais Saied se sent de plus en plus isolé. Ces réformes politiques sont dénoncées par les membres de l'opposition et la société civile qui parlent de coup d'État institutionnel. Aujourd'hui, le message que le syndicat général tunisien veut transmettre au gouvernement est de revoir sa position. Un paysage de révolte se dessine ainsi dans tout le pays. Vols annulés, transports publics immobilisés et les bureaux de poste fermés à Tunis, la capitale. L'appel à la grève générale de 24 heures a été largement suivi dans le secteur public. Le différend d'aujourd'hui réside sur des questions fondamentales en rapport avec les actions politiques du gouvernement qui veut s'attaquer au secteur public à travers des choix politiques qui diffèrent de ceux de l'Union générale des travailleurs tunisiens. Pour rappel, l'UGTT est riche de ses 1 million de membres. L'organisation syndicale affirme être la cible des autorités après avoir refusé de participer aux pourparlers sur la nouvelle constitution. Constitution que le président Saied a bien l'intention de soumettre à un référendum le 25 juillet prochain. Les initiatives se multiplient sur le continent africain pour favoriser l'inclusion bancaire. Le taux de bancarisation moyen a augmenté de 10% en 10 ans, mais reste relativement faible. Le digital fait partie des options choisies pour accélérer l'inclusion bancaire. Mais est-ce une solution viable? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antolo.
Les pays africains souhaitent introduire des systèmes de paiement plus rapides, moins contraignants, moins coûteux et plus accessibles. Pour le Fonds monétaire international, le digital est la solution adéquate à ce besoin. Le Kenya et le Nigeria s'érigent en leader dans ce domaine avec des solutions de paiement digital à la pointe de l'innovation, à l'image du système iNaira qui fait l'unanimité à Lagos au Nigeria. Il y a eu 3 défis majeurs qui ont mené à la création du iNaira. La première est, comme nous le savons, l'utilisation de la monnaie en espèces dans les affaires qui est en baisse depuis déjà plusieurs années et ceci s'est fait ressentir de par le monde. D'après un rapport publié sur les paiements en espèces, la projection est que le paiement en cash va compter pour environ 13% des paiements d'ici 2024 et cette menace est également perçue dans d'autres pays. Malgré tous les avantages que présentent les systèmes de paiement mobile, le gouverneur adjoint de la Banque centrale du Nigeria, Kingsley Obiora, émet quelques réserves. La vulgarisation du mobile money pourrait entraîner la disparition du secteur bancaire et augmenter les risques de cybercriminalité. Ce que l'on doit savoir, c'est que plusieurs personnes ne sont pas dans le système financier, non pas parce qu'elles ne veulent pas en faire partie, mais parce que les conditions d'accès ne sont pas évidentes et à la portée de tous. Toutefois, le directeur adjoint de la Banque centrale du Nigeria indique qu'introduire un système de paiement digital permettra aux pays africains de profiter d'une inclusion financière rapide, d'assurer un paiement direct aux citoyens, d'améliorer la collecte des impôts avec un effet positif sur la croissance économique. Rappelons que ces réflexions ont été menées à l'occasion d'une conférence du département Afrique du Fonds monétaire international tenue le 10 juin 2022 sur le thème « Monnaie numérique de la Banque centrale et paiement numérique privé au Nigeria et au Kenya ». Les Seychelles célébreront la fête de leur indépendance le 29 juin prochain. En prélude de ces festivités, gros plan sur les enjeux environnementaux de cet État insulaire. L'érosion côtière a endommagé 80% des plages de granit depuis 2001. Talon d'Achille du tourisme. Plus d'explications avec Nathalie Mo. La préservation de l'environnement est un enjeu majeur pour le tourisme aux Seychelles. 53 des 66 plages granitiques du pays sont en recul depuis 2001 à cause de l'érosion du littoral. Aux Seychelles, 2 plans de gestion de l'environnement ont été réalisés pour les décennies 1990-2000 et 2000-2010 sans produire de grandes différences, alors que le nombre de touristes est passé de 304 000 en 2016 à 360 000 visiteurs avant la pandémie de Covid-19. Il y en a en termes de l'économie bleue et aussi le changement climat. À cause de l'économie bleue, lui-même, il y a un développement. Le développement multisectoriel qu'apporte l'économie bleue va forcément impulser la croissance. Seulement, il existe un lien indéniable entre le développement et les risques écologiques. Connaissant cette réalité, nous nous efforçons de préserver nos côtes et notre océan. Et quand le changement climatique entre là dans l'ISO, ça l'aspect côté pour faire avec préservation et conservation nous la côte. La Banque africaine de développement a accordé une facilité flexible de 20 millions de dollars pour financer le programme d'appui à la gouvernance et aux réformes économiques des Seychelles. Ce programme adopté en juin 2020 accorde une part importante au financement de la résilience climatique de l'archipel qui va enregistrer une vague de chaleur entre juin et septembre 2022. Nous voyons l'océan perdre de son étendue au fil du temps. Nous voulons certes le développement, mais il faut un développement durable. Nous ne voulons pas que les changements climatiques aient un impact sur notre environnement, raison pour laquelle nous nous engageons à suivre les recommandations de la COP26. 43% du territoire séchellois est aujourd'hui soumis à des règles de protection environnementale. L'élévation du niveau de la mer met en péril les îles coralliennes, conduisant à la sanctuarisation de 30% des espaces océaniques des Seychelles. Dans le reste de l'actualité, la capitale gabonaise Libreville accueillera du 29 août au 1er septembre la Semaine africaine du climat,
Une conférence organisée sur chaque continent par l'ONU pour préparer la COP27 prévue en novembre prochain en Égypte. La Semaine africaine du climat a pour but de résoudre les défis urgents du changement climatique en s'attaquant aux inégalités sociales et en investissant dans un développement bon pour l'humanité et la nature. Rappelons au passage que l'Afrique paye un lourd tribut au changement climatique malgré sa faible contribution aux émissions de gaz à effet de serre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.